elle n'arrête pas de dire qu'il faut que ça fasse montagne. 5 km d'échelle. C'est ce qu'on m'a dit. Le ressenti du vent, c'est terrible. Bien, oui. Moi, je vis sur une chaise là-bas. Et à observer, même pour les bavards impénitents comme M. le maire de Bagnoles ici, par exemple, quelques instants d'attention. Je redis bonsoir à tout le monde. Je voulais vous dire à quel point vous voir chaque année, et ce soir encore aussi nombreux, même si ce soir il y a beaucoup de clips et qu'il fait un peu froid, nous remplit de joie et de détermination pour l'année qui vient. Quand je dis nous, c'est pas de moi que je parle, je ne suis pas encore à parler de moi à la première personne du pluriel. Je parle évidemment de toutes les équipes communales, mais je reviendrai tout à l'heure sur ce nous. J'ai invité, et je reçois avec plaisir, en votre nom, nos invités de marque, Joseph Mimoni, ma collègue conseillère départementale, René Hugo, président de la communauté de communes et des maires du Pays de Fayence. J'ai la grande joie et l'honneur ce soir d'accueillir également Philippe Portal, sous-préfet d'arrondissement de Draguignan, que je tiens à remercier spécialement de l'attention qu'il porte au projet et au dossier du Pays de Fayence en général et de la commune de Cagnan en particulier, tout en restant évidemment dans le rôle qui est le sien. Un bonheur de race et moi n'arrivant jamais seul, je reçois avec plaisir, j'espère que vous avez covoituré, c'est plus développement durable, notre député Olivier Audibertroin qui boucle cette année son premier mandat de député en ce semestre. Il l'aura accompli d'une façon telle qu'aujourd'hui, plus de 50 des 65 maires de la circonscription sont déjà adhérents de son comité de soutien. Et j'ai le sentiment que ce seul chiffre, à lui tout seul, dit beaucoup de choses. Je voudrais encore une fois saluer tous les présents, saluer avec amitié et respect Robert Trabeau pour le courage qu'il a eu de venir ce soir et lui dire qu'on l'aime et qu'on le soutient. Je remercie les associations et leurs représentants, les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires. Merci mon père d'être là. Je remercie encore une fois tous les présents. Et puis j'ai une pensée pour les absents, et notamment pour une certaine absente, une voisine. Vous savez qui. Je voudrais lui dédier cette soirée, et je vais mettre un point d'honneur à me montrer aussi gaie qu'elle l'a toujours été, et qu'elle aurait voulu que nous le soyons. Alors je voudrais commencer cette présentation par des images dont nous sommes dotés à Cagnan pour donner du peps et de la fraîcheur à notre communication. Nous avons contacté un célèbre illustrateur. Rassurez-vous, ce n'est pas une prestation somptuaire puisque les affiches ont eu tellement de succès qu'elles sont déjà amorties. Alors il nous en a fait deux. Il y a ceux qui préfèrent celle-là, et puis ceux à qui l'abattant de la cloche fait un peu peur et qui préfèrent plutôt la deuxième. Alors je sens au murmure qu'il y a des partisans des deux. Écoutez, le mieux, comme elles sont en vente libre, c'est de les acheter tous les deux, c'est pour la bonne cause, et comme ça tout le monde est content. L'image que notre commune dégage et sur laquelle on capitalise, c'est évidemment l'image d'une commune dans laquelle la tradition, la mémoire et l'histoire jouent un rôle très important. Je me réjouis de ce point de vue-là de la suite de la résurrection de la chapelle Saint-Donat, qui est vraiment le résultat d'un
partenariat modèle entre communes, associations et fondations du patrimoine. Tout ce que la commune entreprend avec les associations avec lesquelles elle travaille est destiné à promouvoir l'image de la commune, comme par exemple la première fleur que nous allons recevoir dans quelques semaines. Les animations qui recueillent un certain succès, comme par exemple sur cette photo la Sopopistou, comme sur les deux qui suivent, on y travaille. Ce sont les aléas du direct, et voilà, c'est le retour. Oui, qu'est-ce que je disais donc, les manifestations comme la Sopopistou, comme nos fêtes votives, comme aussi la fête de l'Andouillette, qui est passée du rang de curiosité locale au rang d'institution régionale, voire bientôt plus, repose sur quelque chose qu'on a la chance d'avoir et qui est infiniment précieux, c'est un bénévolat très nombreux. J'y réfléchis toujours, je me souviens des années où j'enseignais et où j'essayais de dire à mes élèves, rassurez-vous, il va y avoir une demi-heure de philosophie qui arrive, mais il y a des mots pour lesquels on n'a pas besoin de regarder le dictionnaire parce que ce qu'ils veulent dire est écrit dedans, se lit dessus. Dans le mot commune, il y a tout. Dans le mot commune, il y a commun. Il se met à y avoir une commune digne de ce nom quand il y a quelque chose, quand dans cet espace que ça forme, il y a quelque chose de commun entre les gens. Le bénévolat massif, il est le symptôme et la condition de ça. Il est l'incarnation du fait qu'on a envie de donner de son temps, de soi, pour vivre quelque chose en commun, pour avoir quelque chose en commun. Alors je voudrais vous dire à quel point nous chérissons ce bénévolat. Je voudrais remercier les bénévoles, je voudrais saluer en particulier Christiane Tanzi pour ses plus de 10 ans, elle est sur une jambe ce soir, mais elle est là, pour ses plus de 10 ans à la tête du comité des fêtes de Cagnan, prodiguer tous nos encouragements à Michel Moundian qui va prendre la suite au titre de Cagnan événement, et vous remercier d'associer tous les bénévoles à un même hommage avec quelques applaudissements qui leur seraient destinés. Merci, nous leur devons beaucoup. Alors j'ai parlé d'images jusque-là comme s'il s'agissait simplement de cartes postales, de folklore, de clichés superficiels, mais au-delà de l'image, il y a une réalité très profonde, ce qui fait que la commune vit. La photo que vous voyez, si tant est que vous la voyez, parce que normalement je finis par me poser des questions, a été prise non pas en plein été, mais au moment de l'apéritif de Noël des commerçants du village. Je la trouve très rassurante dans sa bonne humeur et dans le nombre de ceux qui étaient ensemble là dehors, dans le froid, à vouloir simplement être ensemble. C'est pas parce qu'on chérit ses traditions, ses origines, qu'on n'est pas aussi dans la modernité. J'aime bien, de ce point de vue-là, l'évolution du Cercle, qui est une institution vénérable, dont le président est là ce soir, je le salue. Le Cercle de l'avenir agricole, c'est à la fois une institution ancienne, c'est à la fois une entreprise d'avenir. J'avais bien aimé la page entière que Varmatin lui avait consacrée. Sur la même place d'ailleurs, et je m'en suis bien servi la dernière fois que j'y ai déjeuné, on peut se connecter au Wi-Fi offert par la commune. Entre la tradition et la modernité, il n'y a pas du tout de contradiction. Quel meilleur symbole de cette intersection, de cette rencontre entre la tradition et la modernité, entre le passé et l'avenir, entre l'image et la réalité, que ce qui nous arrive avec les fleurs. Au Clos de Cagnan, il y a à la fois le retour d'une culture ancestrale et puis à la fois une entreprise tout à fait moderne, tout à fait pérenne. Il y a de l'image parce que le groupe Dior qui s'y est adossé a besoin de cette image du Made in France, du terroir. Si vous regardez la dernière pub de Dior pour le parfum J'adore, vous verrez le village de Cagnan. Mais au-delà de cette image, qui n'est pas qu'une superficialité, il y a une réalité. Et cette réalité, c'est que à chaque fois qu'un terrain agricole dans un pays comme le nôtre est stabilisé et pérennisé, eh bien, c'est notre ruralité qui est affirmée, réaffirmée, et c'est notre identité qui est consolidée. Nous sommes ruraux, c'est pas parce que nous sommes actifs que nous bougeons et que ça avance, que nous ne sommes pas, que nous ne sommes plus ruraux. Quand j'ai reçu ces photos prises par drone qui illustraient le passage à 2 voies du rond-point Agora, que par parenthèse ça a d'ailleurs bien fluidifié, j'ai trouvé que finalement l'interposition dans le paysage de ces zones d'activité qui sont par ailleurs nécessaires pour que nous ne soyons pas qu'une banlieue dortoir, pour qu'il y ait des ressources, des emplois, des actifs, n'était pas, l'emprise sur le paysage était peut-être moins définitive, rédhibitoire et cataclysmique que certains peuvent parfois le dire. Nous avons à faire en sorte ainsi que la commune vive, que toutes les générations y soient associées à cette communauté, à ce vivre ensemble.
C'est ce que nous faisons aussi avec les anciens, dont j'aime beaucoup chaque année recevoir les cartes de remerciement après que notre équipe de choc leur avait distribué leur petit colis de Noël. Mais ce sont toutes les générations qui sont concernées, et j'ai noté, comme la plupart de mes collègues maires, un fort engouement pour les inscriptions sur la liste électorale, avec notamment beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Nous avons eu 280 inscriptions dans l'année, notamment à Rush sur les 10 derniers jours, sur la liste électorale. Alors bien sûr, dans le solde, énormément moins, parce qu'il y a aussi des départs, il y a un certain turnover, mais quand même, c'est pas tout à fait rien, on n'avait pas vu ça depuis fin 2006. Alors je profite de cette occasion pour vous rappeler, et ceux qui s'y sont inscrits doivent évidemment le savoir, qu'il y a 2 scrutins nationaux cette année. Il y a des législatives, mon cher Olivier, et avant cela il y a des présidentielles. Alors loin de moi l'idée d'émettre quelconque consigne ou un quelconque conseil de vote, mais une boutade à laquelle je ne résiste pas consisterait à vous dire que pour ceux qui ont l'habitude de voter pour un François, le mieux est de continuer. Oui, je sais. J'ai essayé de vous dire dans ce temps de mon intervention comment notre commune essayait de vivre et ce que c'est qu'une commune. Je ne vais pas vous rappeler la formule de Tocqueville sur la force des peuples libres, mais je crois que dans une république décentralisée, la commune est, ou devrait être plutôt, le premier rang de l'action publique. Mais la décentralisation, mes chers amis, monsieur le sous-préfet, bouchez-vous les oreilles juste à seconde, la décentralisation, à bien des égards, est une vaste plaisanterie. L'État n'a jamais eu l'intention de se départir d'un quelconque de ses pouvoirs. Il a juste eu l'idée de faire financer la plupart des services qu'il devait par d'autres échelons de collectivité. Et nous sommes en France dans cette situation si française, si particulière et si paradoxale, d'avoir à la fois tous les inconvénients de l'État très centralisé, de la pulsion jacobine, le matériel de travail de nouveau, mais ce n'est pas grave, je vais meubler, donc de la pulsion jacobine centralisatrice, avec un État fort, lourd financièrement, avec un système qui fait que peu de décisions sont prises loin de Paris, et à la fois, et en même temps, d'un autre côté, l'État décentralisé, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre d'autres échelons de collectivité, ce qu'on appelle le millefeuille, le LASAL, comme vous voulez, administratif, existent aussi, pèsent aussi financièrement. On a les inconvénients des deux cumulés. La loi NOTRe, qui n'est pas ma loi préférée, elle est mal nommée, cette loi, c'est plutôt la leur que la nôtre, a impulsé un mouvement, elle a plutôt accéléré, un mouvement qui fait que la commune va devenir plutôt l'intruse du paysage institutionnel au profit de l'intercommunalité. J'y vois, sans qu'il y ait dans mon propos la moindre perfidie à l'égard de la communauté de communes à laquelle je contribue, et dont je suis le premier vice-président qui en assume les actions et les bilans, bien entendu, j'y vois un certain péril démocratique. Toutes les études d'opinion qui peuvent être faites sur le fonctionnement de la démocratie montrent que si nos compatriotes ont encore vaguement confiance en quelque chose dans le paysage institutionnel, c'est en leur maire et en leur commune. Je ne parle pas de Calion et de moi, je parle en général. Jouer avec ça, c'est jouer avec le feu. Jouer avec ce lien direct qui est le dernier qui reste, et le rendre indirect, parce qu'il devient indirect avec l'intercommunalité. Le maire est l'élu direct du suffrage universel, et le président de l'intercommunalité, Olivier et René, bouchez-vous les oreilles 20 secondes, n'est pas tout à fait l'élu direct du suffrage universel. Il est l'élu, par exemple, le président de la communauté de communes des Pays de Fayence, dont ça ne diminue pas les mérites éminents par ailleurs. Il n'est pas l'élu de 25 000 personnes, il est l'élu de 32 personnes, d'une certaine façon. Je caricature un peu, mais quand le lien devient indirect, on joue avec ce qui reste du lien direct. Une autre étude d'opinion sur laquelle je suis tombé tout à fait par hasard cette semaine montre qu'un institut de sondage a appelé 1000 personnes et leur a posé 20 questions pour savoir qui savait quoi sur la répartition des compétences. Les pompiers c'est qui, les collèges c'est qui, les lycées c'est qui, les déchets c'est qui, l'action sociale c'est qui, etc. Sur les 1000 personnes, il y a 28 personnes qui ont répondu aux 3/4 des questions. 28 sur 1000, ça fait réfléchir 2 minutes. Comment veut-on que les gens s'y retrouvent? Tout a l'air d'être fait pour que plus personne ne s'y retrouve. Après cela, il ne faudra pas s'étonner de ce qui arrive, l'abstention, le vote protestataire, et peut-être demain, encore autre chose d'une autre nature. Si la nôtre n'est pas ma préférée, c'est qu'elle a ses paradoxes et ses contradictions. J'en prendrai 2 exemples. Le premier est achevé, c'est le passage du tourisme de compétence communale à une compétence intercommunale.
il n'y a plus d'office du tourisme communaux, il y a un OTI, un office du tourisme intercommunal. La loi NOTRe avait pour principe de dire que s'il fallait répartir les compétences, c'était pour que ces compétences soient exercées de façon plus efficace et plus économe, naturellement. Or, si nous regardons, quelles que soient par ailleurs les vertus et l'ambition de cet OTI, à qui je souhaite un grand rayonnement, le fait est que si vous comparez d'un côté la somme de ce qui était consacré par chaque commune, qui garde en plus chacune des structures pour faire, comprenez, c'est pas l'OTI qui va faire la soupe au bistou, la belote ou le loto. Donc si on compare ce qui était hier jusqu'au 31 décembre consacré, la somme de ce que les communes consacraient au tourisme, et l'ensemble de ce qui va y être consacré cette année, eh bien on tombe non pas sur une diminution de la dépense publique, mais sur une augmentation. Le paradoxe est que la mise en place de ce dispositif, qui est censé reposer sur l'idéal d'une diminution de la dépense, entraîne en réalité son augmentation. Un deuxième exemple, l'eau. L'eau et l'assainissement qui pourraient, en 2020, devenir des compétences communautaires. Alors bien sûr, et très légitimement, on s'y prépare. On regarde ce qu'il faudrait faire pour le faire si jamais il était confirmé qu'on devrait le faire. Et là, on tombe sur quoi? On tombe sur l'idée que rien que les études pour avoir le même degré de connaissance des 9 réseaux communaux qui sont les nôtres, rien que les études permettant d'imaginer comment on pourrait les interconnecter pour en faire un seul et même réseau, ça a été cette semaine estimé à un petit peu moins de 2 millions d'euros. Vous voyez la suite, la création d'un service intercommunal, certes éminent, avec probablement un directeur, peut-être des sous-directeurs, des véhicules, des téléphones, des frais de fonctionnement, tout ça. Et vous tomberez inévitablement sur une augmentation significative du prix de l'eau, nous qui étions si fiers de notre bas prix de l'eau. Quand il va falloir, mes chers collègues élus et maires, expliquer aux usagers et à nos administrés qu'on leur augmente le prix de l'eau par mesure d'économie, je ne serais pas surpris qu'il y ait un certain nombre de réactions perplexes. Alors, dans ce tourbillon institutionnel, nous nous efforçons de ne pas subir les événements, mais d'être aussi acteurs, auteurs de notre destin, et de choisir plutôt que de subir. Cette année a marqué, c'était une évolution importante, l'adoption de la fiscalité professionnelle unique. Ça fait bien 20 ans que la chose est dans l'air. J'aurais d'ailleurs préféré qu'elle fût faite, on n'a pas fait du subjonctif destiné à honorer Camille Bouche, qui est un friand. J'aurais préféré qu'on puisse le faire, qu'on aurait... voilà, on l'ait fait il y a 20 ans, ça m'apprendra à improviser. Mais maintenant c'est fait, j'ai un peu aussi de peine à voir que ceux-là même qui nous parlent de projet de territoire, de solidarité de territoire, de fatalité, etc., sont ceux qui se précipitent aujourd'hui pour se partager les ressources d'un développement qui hier est condamné avec les dernières énergies, quoi, le massacre de la plaine, etc. Bon, passons sur ces états d'âme, mettons que ce soit le sens de l'histoire. Sachez simplement que les deux mesures dont cette nouvelle mesure est assortie, c'est-à-dire la prise en compte par la communauté de la voirie parallèle à la 562 et la prise en compte de l'évolution prévisible des cotisations au SDIS, des pompiers du Var, fait que dans cette affaire-là, la commune, éventuellement avec des états d'âme, ne perd pas cette opération, mais en sort gagnante, et je voulais que vous le sachiez. Tiens, un gadget technocratique qui est probablement mon préféré, la loi Allure. Alors, les hiérarques, les grandes figures pensantes de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, les géographes, les sociologues, nous disent, en toisant les maires ruraux comme autant d'incapables clientélistes, nous disent attention, réfléchissez quand même 2 minutes, le mitage, la consommation des espaces, la consommation des ressources, des énergies, vous devriez canaliser tout ce flux, et on le fait. On l'a fait, nous, à Cagnon, avec un PLU qui n'a peut-être pas fait plaisir à tout le monde, mais qui n'a pas fait plaisir à tout le monde parce qu'il était très restrictif, très responsable. Je pense que plus radical et ambitieux que ça dans le barrage, il n'y a pas. Patatras, juste après ça, une idéologue arrive, veut faire plaisir à quelques centaines de milliers d'électeurs de la grande banlieue parisienne en faisant tomber les prix, et rend par la loi Allure absolument inadapté à nos territoires. De ce point de vue-là, je suis ravi de la disparition politique de l'auteur de cette loi, et oui, des fois je suis bien. Et d'où un à-coup démographique important, puisque quand tout d'un coup, de façon imprévue, je ne dis pas indésirable, parce qu'évidemment ceux qui sont arrivés par ce biais sont parfaitement les bienvenus dans notre commune et nous les accueillons à bras ouverts, mais on ne pouvait pas imaginer qu'ils arriveraient. Et voilà la décentralisation, vous voyez, vous êtes censé décider de votre urbanisme, et puis n'importe qui, parce que là vraiment c'est n'importe qui pour le coup, passe par au-dessus
et vous impose, c'est ça le paradoxe de la France, centraliser et décentraliser. Alors nous avons, comme nous devions le faire, adapté notre PLU en le modifiant et en adoptant les contre-mesures destinées à canaliser de nouveau cet à-coup démographique. Puisqu'on parle de PLU, j'en profite pour vous dire que le PLU originel, avec le temps judiciaire, est un temps long, donc c'est seulement maintenant qu'on a le résultat des 8 recours qui avaient été formés, qui étaient des recours individuels contre le PLU. Les 8 recours ont été rejetés par le tribunal, y compris même celui pour lequel j'ai oublié le nom de l'instance qui donne l'avis, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Même pour celui pour lequel les choses étaient mal engagées, nous avons gagné. J'en tire simplement l'idée que la juridiction compétente a considéré que notre démarche était défendable et cohérente. Et je voudrais à ce propos souligner le rayonnement et l'efficacité d'un service urbanisme qu'on nous envie et féliciter Estelle et Alicia. Qui dit à-coup démographique, dit progression démographique, et dit que nous avons à tout mettre en œuvre pour que ceux qui viennent d'arriver soient accueillis. Chaque année, nous avons pris l'habitude d'inviter tous les nouveaux arrivants. Nous sommes toujours très surpris de voir que la plus grande partie d'entre eux vient à ce rendez-vous. Et nous en déduisons que pour la plus grande partie d'entre eux, c'est un choix de vie, un choix dont ils sont heureux, ce sont souvent d'anciens urbains. C'est pas forcément un choix absolument pour tout le monde, mais notre responsabilité est à la fois de faire en sorte que ceux qui ont choisi de venir trouvent chez nous ce qu'ils sont venus chercher, et puis aussi de penser à ceux pour qui, parce qu'on est, vous savez, on a une vision très idéalisée de ce qu'on est, et on s'imagine que tous ceux qui atterrissent à Cagnan, c'est le rêve de leur vie. C'est vrai pour beaucoup, heureusement. Il y en a aussi qui viennent pas en le choisissant, mais qui viennent en atterrissant là par hasard, ou qui viennent faute d'avoir pu faire autre chose. Ceux-là aussi doivent être considérés, pris en compte. Ceux-là aussi doivent être considérés de telle sorte qu'au bout d'un certain temps, ils puissent finir par se dire « j'avais pas choisi Cagnan, mais si j'avais su, maintenant que je suis là depuis un certain temps, eh bien j'aurais choisi cette commune ». C'est la raison pour laquelle il est si important de continuer, dans la mesure de ce dont nous sommes capables, notre effort de structuration et d'équipement. Choisir au lieu de subir, c'est vrai aussi en matière de sécurité. Il est impossible cette année de ne pas faire allusion à l'état de notre pays, aux attaques meurtrières qu'il subit, il y a quelques mois tout près d'ici. Alors, si tant est qu'on n'ait jamais été, il faut sortir de la candeur et de l'innocence, parce que plus rien ne sera jamais comme avant. Nous avons donc accompagné notre police municipale dans son évolution, nous l'avons armée. J'aurais jamais pensé il y a 20 ans à armer un jour la police municipale de Cagnan, enfin, dans un pays où on tire sur quelqu'un parce qu'il a un uniforme, on ne peut pas le laisser simplement avec une matraque en plastique, à un moment où le principe de réalité s'impose. Nous l'avons installé, la police municipale, dans des locaux plus conformes au rayonnement des missions qui sont désormais les siennes. Et nous avons fait tout cela, encore une fois dans la mesure où le risque zéro n'existera plus jamais, et vous le savez par avance, tout cela pour pouvoir tenir une ligne qui consiste à dire nous ne ferons pas, comme certaines autres communes le font, nous n'annulerons pas les festivités, nous n'annulerons pas les rassemblements, parce que nous voulons continuer à vivre comme nous le faisons, et parce que quand nous commencerons à changer de façon de vivre, à modifier ne serait-ce qu'imperceptiblement, à moduler les choses, et bien d'une certaine façon nous récompenserons, nous donnerons raison aux fous furieux moyenâgeux qui nous attaquent. Alors je vous le dis, mes chers amis, mes chers concitoyens, nous ne changerons pas de façon de vivre. L'équipe qui a la charge de ces équilibres que je viens d'essayer de décrire est une équipe municipale qui arrive à mi-mandat, puisque vous les avez élus au printemps 2014. On arrive donc dans quelques semaines à la mi-mandat. Nous profiterons de cette échéance pour venir vers vous dans un cycle de réunions publiques qui vont être des réunions de quartier ou par secteur géographique, sans doute au mois d'avril. Désolé Michel pour la photo, je n'avais pas vu. De manière à venir vous dire ce que nous sommes en train de faire et à vous rendre les comptes que nous vous devons. Quelques mots à cet égard des opérations en cours. Nous avons pratiquement fini de boucler une opération qui était symbolique à bien des égards, qui est l'équipement en eau potable communale et en assainissement collectif du quartier des Côtes, qui est un quartier qui l'attendait depuis bien longtemps. Dans la foulée de cette opération, les réflexions de chemin en 2016 ont concerné le chemin des Côtes et le chemin des Claveries. Et puis, nous avons aussi fait un effort pour le chemin des Villards, justement au moment de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même un quartier très excentré et peu peuplé est un quartier qui a besoin de ressentir qu'il est
au même niveau de considération que les autres et que tous les Calianais, quel que soit le choix qu'ils ont fait, sont, dans la mesure de ce qui est raisonnable et possible, égaux devant l'effort collectif et devant la considération de la commune. En 2017, les chemins qui seront revêtus seront essentiellement liés aux opérations des autres, parce qu'il faut bien passer après. La RD 56, vous le voyez sur cette photo, a été trouée et reprise de plusieurs façons cette année. Ça va s'arrêter. Le département va faire un rond-point au lieu dit du garde-barrière en face du point d'apport volontaire. Et ce revêtement, vous voyez là sur la photo, cette rustine qui gangasse un peu quand on emprunte, est évidemment provisoire. Donc autour de cet axe, les chemins qui seront refaits à cette occasion seront les chemins de la Fontaine et des Crotons, ainsi que le chemin des Moulins à l'occasion des travaux de la Chenevière. C'est l'occasion pour moi de vous en dire un mot. Si la Chenevière n'a pas encore ouvert, ce n'est pas que sa réouverture est remise en cause, c'est au contraire que le projet évolue vers un projet de plus en plus ambitieux, et que là où on parlait au départ d'un projet d'asile psychiatrique, aux yeux de certains en tout cas, on va en fait avoir affaire à une maison de repos qui, en termes de pratique médicale et de niveau de prestation, va apporter beaucoup à notre commune. C'est l'occasion pour moi aussi de saluer le Pradon, qui est une institution importante pour la commune de Cagnan. Les travaux de restructuration lourds qui ont été faits cette année, avec notamment l'aide du département, ont été inaugurés dans l'année. Et puis, pour finir, le plus gros, vous le savez, la station d'épuration bicommunale était le projet essentiel de ce mandat. À mi-mandat, il est pratiquement terminé. Dans 2 ou 3 mois, mon cher Jean-Yves, nous allons l'inaugurer. C'est un projet qui est très important pour que cette gestion, cette canalisation du flux d'urbanisation se fasse de façon qui soit parfaitement conforme avec les intérêts de notre environnement. C'est aussi un projet à 5 millions d'euros qui me permet de vous dire que ces 5 millions d'euros, nous ne les avions pas, et que si nous les avons, c'est aussi parce que les uns et les autres, et votre serviteur notamment, peuvent exercer par ailleurs des responsabilités qui leur permettent de ramener ces financements. Certains ont parfois l'idée du responsable public et du maire comme de quelqu'un dont l'essentiel du travail consiste à aller de commerce en commerce et de comptoir en comptoir. La réalité d'aujourd'hui, dans notre République soi-disant décentralisée, c'est d'aller là où les décisions qui s'appliquent à nous se prennent, c'est-à-dire souvent loin d'ici, à Draguignan au mieux, mais pas souvent, à Toulon, plus souvent, à Aix, à Marseille, à Lyon, là c'était Lyon, l'agence de l'eau, à Paris, à Bruxelles, à faire de la voiture, à faire du train, de l'avion, à être derrière un ordinateur. Ne croyez pas que ces autres responsabilités que j'exerce s'exercent par dédain de vous ou à votre détriment, elles s'exercent en premier lieu à votre bénéfice. Et puis la proximité qui aura toujours existé entre nous n'y perd rien, parce que même quand je ne suis plus là, eh bien, il se trouve parmi mes 2800 amis Facebook, tous les soirs, des gens qui me disent « Tiens, il y a telle chose, il y a tel car demain matin qui ne pourra pas partir, il y a tel pylône qui penche, etc. » Et donc, même si ça passe par d'autres médias, eh bien, la réactivité, qui est la règle absolue de notre action publique, demeure. Je voudrais, au moment de vous présenter mes vœux, remercier mes équipes, parce que ce sont elles qui font que je peux, encore une fois à l'heure et à votre bénéfice, exercer d'autres responsabilités. Je pense à l'équipe des employés de la commune, et je voudrais charger Jean-Claude Renucci, qui est notre directeur général des services, qui est un fonctionnaire remarquable et de haut niveau. Je le charge de transmettre notre gratitude et la gratitude de chacun à l'ensemble des agents de la commune. Et puis je voudrais aussi, vous savez, dans beaucoup de communes, on fait monter le conseil municipal sur la scène, derrière le maire. Moi, c'est moi qui vais vers eux pour leur dire que les vœux, on dit les vœux du maire, bien improprement, et Christiane qui ne veut pas se lever, c'est de mauvaise volonté. On dit bien improprement les vœux du maire, mais ce sont les vœux de la commune. Et les vœux de la commune, ils se présentent avec le conseil municipal, au nom du conseil municipal. Je voudrais dire à mes adjoints, avec qui j'ai tant de plaisir à travailler, aux conseillers municipaux, j'ai franchement oublié qu'il y avait une majorité et une minorité, tellement on travaille en osmose et dans la franche bonne humeur. Donc c'est au milieu d'eux, avec eux, il y avait beaucoup de gratitude à leur égard. Je voudrais vous adresser, que nous vous adressons, tous nos vœux pour la nouvelle année. Ce que je souhaite à Cagnan et aux Calianais pour 2017, c'est ce que j'ai oublié qui disait ça, mais quelqu'un disait, soit on gagne, et si on gagne, on gagne, soit on perd, et si on perd, on apprend. Alors ce que je vous souhaite pour 2017, c'est de gagner souvent et d'apprendre un peu. Au
En notre nom à tous, bonne soirée, bonne année. Merci beaucoup. Merci François de me donner la parole. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, cher Olivier, je m'adresse aussi à Josette et à toi François en tant que représentant du département, et puis à tous mes collègues élus, alors que ce soit les collègues maires, que ce soit les adjoints, les conseillers municipaux ici présents, et puis tous ceux qui participent, qui gravitent autour de la communauté de communes. Alors bonsoir aussi à vous mesdames et messieurs et chers amis. C'est un plaisir d'être à Caliande. Je vous ai présenté des vues aériennes de la plaine qui présente encore des espaces verts. Alors ces espaces verts, nous les avons protégés, je crois, à travers le SCOT qui est le document d'urbanisme qui se superpose au PLU de chaque commune. Et c'est la Chambre d'agriculture qui a fixé ce cadrage dans l'intérêt des paysages, dans l'intérêt des activités agricoles qui vont se développer, en particulier les plantes à parfum, qui vont redécouvrir le succès qu'elles avaient autrefois, j'espère en tout cas. Nous avons aussi comme préoccupation les aménagements du territoire aujourd'hui, c'est le SCOT, mais la région, avec la loi NOTRe, supplante les SCOT, et c'est le schéma régional d'aménagement qui va, dans les 3 ans, fixer toutes les grandes orientations de notre pays de faïence. Alors le pays de faïence, c'est une communauté petite, monsieur le sous-préfet, vous savez que nous faisons partie des 20 intercommunalités en France qui font moins de 10 communes. C'est presque une exception, mais c'est une chance. Parce que nous avons conservé un petit territoire dynamique, solidaire et qui entend se développer aujourd'hui. Ce qui fait que par rapport aux grandes intercommunalités, il y en a, je crois, une dizaine qui font plus de 100 communes. Imaginons ce que peut être un conseil communautaire quand vous avez une centaine de communes, reconstituées au cours de l'année 2016. Vous savez que depuis 2007, en 10 ans, le nombre d'intercommunalités a été divisé par 2, puisqu'il y en avait 2500, on est arrivé à 1250. Alors nous sommes dans ce schéma. Le schéma aussi où bientôt il y aura des métropoles nouvelles, comme Toulon, puisqu'il y avait autrefois 13 intercommunalités, 13 métropoles, pardon, et il y en aura 22. Et avant il y avait 22 régions, et maintenant il n'y en a plus que 13. Ça c'est une façon d'inverser les choses au niveau de l'État. Quoi qu'il en soit, nous avons appliqué la loi NOTRe, nous étions préparés avec des compétences obligatoires, c'est des compétences qui nous sont imposées, mais par exemple pour les ordures ménagères, nous avons fait en sorte que tout était prêt au 1er janvier, et ça l'était depuis l'an dernier, nous avions un an d'avance. Nous avons réalisé, pour que le schéma se déroule bien, donc un quai de transfert à Montauroux, à côté de la station d'épuration que tu as montré sur ta photo. C'est un ouvrage important qui facilite la tournée des ordures ménagères, qui fonctionne bien. Nous avons donc, par rapport aux ordures ménagères, aussi à Tourette, un site à aménager. C'est celui d'Alchetterie qui est ouverte maintenant tous les jours, le matin, l'après-midi et presque le week-end. Donc tous ceux qui veulent apporter des déchets verts, des encombrants, etc., peuvent le faire, c'est une grande facilité. Et c'est juste à côté de Caliande, c'est une chance d'ailleurs. Alors nous avons aussi, avec Michel Dozan, un grand projet, c'est le projet de SPL, c'est pour recevoir tous les déchets en phase, on peut dire, ultime, après le tri sélectif, cher à Madame Onofri, ici présente. Mais c'est une démarche qui est difficile à mettre en œuvre et elle demande de la part de tous, non pas des élus, mais nous pouvons le décider. Mais il faut que tous les citoyens soient de bons citoyens pour engager cette démarche collective et obtenir le résultat que nous attendons, c'est-à-dire mettre le moins de déchets possible là-bas à Bagnoles, de façon à pérenniser le site longtemps. Alors c'est un projet important, ce site-là, nous le ferons à travers une société publique locale et nous attendons de l'administration de l'État
de monsieur le sous-préfet tout le support nécessaire à la réalisation de ce projet rapide. Voilà, alors nous avons aussi l'économie, qui est une compétence obligatoire, le tourisme, nous avons la maison du lac, qui est bientôt terminée, et que nous allons inaugurer, j'espère, pour la saison prochaine, et qui nous permettra de promouvoir le territoire du pays de Fayence. Alors c'est un territoire qui mérite justement un grand succès, mais il aurait encore plus de succès s'il était doté prochainement d'un lycée. Alors c'est le vœu que je forme ce soir pour qu'à Montauroux on puisse installer ce lycée, et ça permettra au pays de Fayence d'être une sorte de commune de moyenne, une ville de 28 000 habitants, 30 000 habitants, et qui sera dotée de tous les services. Parce que la communauté de communes, eh bien, elle est là avec des services de proximité pour compléter ce que les communes n'ont plus à faire maintenant. Et nous le faisons ensemble. Alors, je vous présente tous les deux. Merci. Alors, très bonne année, belle année à vous toutes et vous tous, et à la communauté de communes. Ça, c'est de l'acclamation utile. Monsieur le député, si vous voulez bien. Bien, cher monsieur le sous-préfet, c'est incroyable, ici on voit vraiment rien. Monsieur le sous-préfet, je suis très heureux d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. On doit dire qu'on ne se quitte plus, mais c'est forcément pour la bonne cause. Je voudrais saluer Madame la conseillère départementale, chère Josette, c'est tout le plaisir que j'ai à la croiser à nouveau ce soir. Mesdames et messieurs les maires de la communauté de communes, mon père, alors là je le fais dans l'ordre, je vais travailler la mémoire parce qu'on ne voit rien du tout. Donc de mémoire, mon père, capitaine de gendarmerie, le capitaine des pompiers, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, cher François. Mesdames et messieurs, vous comprendrez bien ce soir que cette cérémonie des vœux est un peu particulière, peut-être pour François, en tous les cas pour moi. Vous n'ignorez pas que j'avais un choix à faire en prévision des prochains scrutins électoraux. Nous partons toujours en binôme. Alors Josette, je suis désolé, mais je vais te piquer pour quelques années, je l'espère, ton binôme, puisque j'ai choisi François Cavalier comme étant mon suppléant. Je l'ai choisi pour au moins deux bonnes raisons. Il est l'acteur d'un territoire qui est, pour moi, vous le savez, extrêmement cher à mon cœur, ce pays de Fayence, qui a toujours été celui de ma famille, qui est mon pays, que je partage un peu avec la Brasserie. Et puis la deuxième raison, et je crois que la présentation qui a été faite ce soir de l'action de l'équipe municipale que je salue très amicalement est, je crois, synonyme de ce qu'est véritablement François, qui nous a promenés entre les méandres de l'administration parisienne, de l'administration départementale et les investissements et les réalisations effectuées pour la commune. Mesdames et messieurs, je dois vous dire que j'ai beaucoup de chance et que je suis très heureux de faire une partie de la route, que j'espère la plus longue possible, bien évidemment, avec votre maire. Et François a voulu vous dire, au travers de sa présentation de vœux, combien il était difficile aujourd'hui de gérer une collectivité. Et si vous me permettez, je pense qu'il est encore plus difficile de gérer des petites collectivités. Oh, quand on est dans les grosses institutions, on a toujours énormément de directeurs généraux, des ingénieurs, des techniciens, et on a de la main-d'œuvre, c'est beaucoup plus facile. Quand on est dans la ruralité, c'est beaucoup plus complexe. D'abord parce que les normes nous assaillent totalement aujourd'hui, elles tétanisent l'action
municipale, quelquefois même l'action départementale. Tout est devenu extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Par ailleurs, quand de l'argent coule à flot, on arrive toujours à régler les difficultés. Lorsque ce n'est plus le cas, lorsque l'argent public se fait rare, alors c'est là qu'il faut être extrêmement créatif et extrêmement imaginatif. Et c'est là que l'on aperçoit véritablement la personnalité du maire. Le maire, c'est le chef d'orchestre. Le maire s'appuie sur une équipe. Un maire tout seul ne peut rien, mais une équipe sans son maire ne peut pas grand-chose non plus. Le maire, c'est celui qui conduit les affaires de la commune, qui va inspirer l'action de l'équipe municipale. Et c'est lui, bien souvent, qui va se débrouiller pour trouver les solutions financières pour faire aboutir les projets. Bien sûr, ces dernières années, nous n'avons pas été trop gâtés par l'actualité législative. J'en prends ma part, forcément, mais force est de constater que cette complication, au bout du compte, cette complexification des données administratives, couplée avec la baisse, ce que l'on a appelé des concours financiers de l'État, du fait d'une crise économique qui n'en finit plus depuis 2008, tout cela est extrêmement compliqué. Et voyez-vous, ce soir, c'est très vraisemblablement un symbole. Le député de la circonscription et le sous-préfet de l'arrondissement sont venus à votre rencontre, sont venus à ta cérémonie, à votre cérémonie de vœux, mesdames et messieurs. C'est un beau symbole, parce que quelque part, bien évidemment, monsieur le sous-préfet Philippe Portal ne pourra pas vous dire la même chose que moi. Mais quelque part, nous sommes, lui et moi, un peu faits de la même façon. Nous avons décidé, et je le vois par le travail qu'effectue monsieur le sous-préfet au quotidien, nous avons décidé de nous battre pour aider. C'est un joli mot, c'est un joli verbe, le verbe aider. On dit souvent aider son prochain. Mais en tous les cas, cette aide qui est apportée par les services de la sous-préfecture de Draguignan à l'ensemble des collectivités de l'arrondissement, et je veux pouvoir témoigner ce soir que malgré les difficultés, c'est compliqué, l'arrondissement de Draguignan est un arrondissement énorme. Et donc, le sous-préfet, l'ensemble de ses services à disposition des communes. Et c'est bien ça aussi, le sens des sous-préfectures. Les sous-préfectures, ce ne sont pas que les contrôles de légalité a posteriori. Les sous-préfectures, ce sont les conseils qui sont apportés aux maires, aux élus, pour pouvoir continuer à avancer sur le territoire. Et je veux témoigner de la volonté du sous-préfet Philippe Portal d'aider l'ensemble des communes, quelles qu'elles soient, à pouvoir trouver les financements pour avancer en termes d'investissement structurant dans les communes. Et je voudrais, monsieur le sous-préfet, profiter de cette occasion pour à nouveau vous rendre hommage pour le travail que vous effectuez au bénéfice de la ruralité. Alors, chers amis, nous sommes au début d'une année que certains qualifieront peut-être d'année décisive, d'année cruciale. Ça fait bien quelques années, on nous le reproche quelquefois, ça fait trop d'années pour certains que nous faisons de la politique, mais je crois pouvoir vous dire que toutes les années, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous abordons ces années, toutes les années nous nous disons ça va être une année cruciale, ça va être une année décisive. Alors faisons en sorte, si vous le voulez bien, devant cette complexité des choses, faisons peut-être ensemble un vœu, le vœu de nous rendre, à nous-mêmes, de nous rendre peut-être la vie plus simple, la vie plus facile. Se rendre la vie plus simple, plus facile, c'est peut-être déjà essayer d'être solidaire. Solidaire avec ceux qui souffrent, bien évidemment, solidaire avec le monde économique qui a besoin véritablement d'être épaulé, d'être appuyé. Si vous le permettez, mesdames et messieurs, puissions-nous être plus solidaires aussi avec nos élus locaux.
c'est un véritable sacerdoce aujourd'hui que de vouloir faire tourner une mairie, et je crois que cela mérite certainement considération, en tous les cas, beaucoup de respect. Et puisque nous allons aborder des débats importants pour la vie de notre pays, d'abord une échéance importante, celle de l'élection présidentielle au mois de mai, puis suivront des élections législatives. Ça va être l'année du débat. Le débat, il est nécessaire pour notre pays. Une grande démocratie développée comme la France a besoin de se nourrir de ce débat. Mais alors, peut-être pourrions-nous ensemble émettre notre vœu, émettre une règle du jeu, celui du respect. Une belle démocratie, c'est une démocratie où on peut tout se dire, mais on peut se le dire avec respect. Et enfin, le dernier souhait, je veux le formuler pour ce si beau pays de Fayence, Monsieur le Président de la communauté de communes, mais également pour l'ensemble de ces si beaux villages. Et si vous le permettez, des vœux beaucoup plus personnels pour vous. Je vous souhaite une très très belle année de paix, de sérénité, de joie, de bonheur et de santé. Si jamais, dans cette recette du bonheur, nous arrivions ici ou là à grappiller toujours quelques petits instants fugaces de bonheur, vous savez, ces petits moments que l'on n'aperçoit même plus, mais qui sont pourtant si importants. Alors, comme les abeilles, allons butiner ces petits moments de bonheur. Bonne année 2017 à 2018. Monsieur le représentant de l'État, vous êtes notre feu d'artifice final. Merci beaucoup, monsieur le conseiller départemental. Il n'est pas facile de prendre la parole après des orateurs aussi expérimentés. Monsieur le député, vous qui avez l'habitude de monter à la tribune du Palais Bourbon, monsieur le président de la communauté de communes qui connaissait si bien ce territoire, et vous-même, monsieur le conseiller, dont je crois que chacun voit bien que de longues années d'exercice politique ne vous ont pas fait perdre les talents de pédagogue que vous exerciez il n'y a pas si longtemps. Alors je me contenterai de deux trois petits mots pour terminer cette série de prises de parole. Tout d'abord, en ce qui concerne le niveau local, je voulais effectivement joindre ma voix à celle de tous ceux qui m'ont précédé pour dire que le métier d'élu, comme le métier de fonctionnaire d'ailleurs, ne consiste pas uniquement à couper des rubans, à faire des discours ou à boire des cafés. Ça consiste aussi à faire sortir des dossiers qui sont souvent complexes, d'autant plus complexes que les ressources financières sont rares, que les exigences de nos concitoyens en termes de respect de l'environnement, de respect de leur sécurité sont croissantes. Ce travail, eh bien, il est fait quotidiennement par vous, monsieur le conseiller, ici à Calian, et il est fait par les maires des autres communes, de toutes les communes de France, et il est fait au prix de nombreuses réunions, d'examen de dossiers, de prise de contact. Tout cela prend du temps, demande du savoir-faire, demande de la patience. Les choses finissent par aboutir. Je crois que notre rôle, à nous, fonctionnaires de l'État, ce n'est pas d'entraver ces initiatives, c'est de les accompagner, et les accompagner si possible sur le plan financier ou au moins sur le plan juridique. Nous sommes heureux ici d'ailleurs d'avoir pu contribuer à plusieurs réalisations. Je pense à votre station d'épuration, je pense également à tout ce que nous faisons autour du lac de Saint-Cassien avec la communauté de communes. Et puis, il faut quand même que je parle un petit peu des communes voisines. Nous sommes ici dans un canton qui a vu une commune perdre son maire suite à une décision de justice traduite par un arrêté préfectoral de démission d'office. Il ne faut surtout pas assimiler tous les maires à l'un d'entre eux qui a été condamné. Je peux témoigner ici du plaisir et surtout de la confiance qui caractérise les relations que l'autorité préfectorale entretient au quotidien avec tous les maires. Alors, je sais que ce maire va quitter notre département, il va aller s'installer en Arizona pour exercer le beau métier de courtier en voiture de collection. C'est ma faute, je crois que c'est ce qu'il a dit, parce que nous le harcelions. Peut-être que même le conseiller départemental aussi est un peu coupable. En tout cas, notre sujet n'est pas de persécuter les gens, n'est pas d'empêcher les projets de se réaliser, mais au contraire, de faire respecter la légalité. Et c'est toujours un regret que nous avons parfois sanctionné. Voilà le petit mot que je voulais vous dire pour la situation locale. Je terminerai en reprenant ce que vous avez dit, monsieur le député. Notre pays fait face à des défis graves, à des défis sécuritaires.
Nous pensons être à l'abri dans nos villages, sans doute. Nous le sommes un petit peu. Mais enfin, à Nice, on pense être très loin du Bataclan. Donc restons vigilants, restons attentifs. La gendarmerie est là, la police municipale travaille bien avec elle, les maires, l'ensemble des pouvoirs publics sont conscients des dangers et vigilants. Ne tombons pas dans le catastrophisme, mais ne tombons pas dans l'angélisme non plus. C'est pour nous une préoccupation importante, surtout pour l'année 2017, une année électorale qui va nous voir nous diviser, qui va voir les Français prendre parti en fonction de programmes, en fonction de projets différents. Cela n'est pas anormal, c'est le jeu de la démocratie. Nous savons que ça se terminera par un vote, par le choix de la majorité, et tous ensemble, loyalement, eh bien, nous respecterons le choix de la majorité. C'est ce qui fait notre démocratie, c'est ce qui fait notre République. Comme vous l'enseignez à vos élèves, la res publica, c'est la chose commune à tous, qui s'oppose à la res privata, la chose propre à chaque citoyen. Mais je crois qu'en toutes circonstances, vous m'autoriserez de terminer par une citation, monsieur le conseiller. Je crois qu'il faut nous rappeler cette parole que je crois Thucydide mettait dans la bouche de Périclès. Il n'y a pas de bonheur sans liberté, mais il n'y a pas de liberté sans courage. Tout en vous demandant simplement de saluer par quelques derniers applaudissements toutes celles et ceux qui travaillent depuis plusieurs jours à vous recevoir, je vous invite à vous retrouver autour du verre de l'amitié. Merci encore.